Salut Manon. Salut Alizé. Je suis super contente de te recevoir. À moi aussi, je suis ravie d'être ici. Ah bah écoute, Merci de me on va recevoir. passer un bon moment. Alors pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter en nous donnant ton prénom, ton âge, ce que tu faisais avant de te lancer à ton compte, ce que tu fais aujourd'hui et depuis combien de temps? Alors, Manon, j'ai 32 ans, j'ai travaillé dans le conseil aux entreprises, tout ce qui était stratégie, politique publique, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2021, juste après le déconfinement, et je suis travel planner. OK. Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petite? Alors, je n'avais pas d'idée particulière, et jusqu'à la fin de mon master, je ne savais toujours pas quel métier je souhaitais exercer, et en fait, c'est une rencontre avec un prof qui était génial à l'université, qui m'a fait découvrir le métier du conseil, et je me suis dit, bah voilà, j'ai trouvé ma voie. OK. Et du coup, comment tu as choisi tes études si tu savais pas du tout ce que tu voulais faire? Et ben, j'ai commencé à faire ma licence en sciences politiques, OK. Donc tu avais au une petite Canada. appétence, pour ça quand Oui, même? OK. ouais, et puis, en fait, c'était le choix, c'était soit je poursuivais mon master en politique, mais en fait, je me suis dit: «Faire que du public, ça va être un peu compliqué pour trouver après un emploi», et je me suis dit: «Bah, je vais peut-être diversifier un petit peu, les thématiques sur lesquelles je vais étudier», et du coup, je me suis dit: «Ce serait bien de faire un petit peu de privé», et donc j'étais dans une école de commerce, OK. et donc j'ai fait mon master en gestion management. Alors, je crois savoir que si aujourd'hui tu es travel planner, c'est parce que ta vie a quand même été marquée de beaucoup de voyages. En effet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu? Alors j'ai la chance, d'avoir des parents qui nous ont toujours, donné envie, donné le goût du voyage, parce qu'eux-mêmes avaient beaucoup voyagé petits avec leurs parents, et donc en fait, mon papa a eu une opportunité au Sénégal, donc on a vécu 3 ans au Sénégal en famille. OK. Ça a été les plus belles années de ma vie. Ah oui, carrément. Et toi, tu avais quel âge? J'avais 14 ans, Ah oui, donc à et l'adolescence en plus, voilà. donc c'est compliqué en plus quand tu pars à l'adolescence, ça peut chambouler des trucs en C'est toi. ça, parce qu'en plus, je commençais à prendre le bus ailleurs pour aller au ciné, je commençais à être indépendante, et là, je me suis dit: «Mais le Sénégal», en plus, les seules images que tu as de l'Afrique, malheureusement, c'est, les documentaires où ils sont au fin fond de la savane, Oui. et donc quand je suis partie, on m'a dit: «Mais tu vas aller à l'école, à dos d'éléphant». Voilà, donc Le cliché. exactement, et en fait, il y a une grande communauté libanaise là-bas, et il y a vraiment ce goût de valoriser l'effort, les études, et en fait, on se poussait tous vers le haut, et donc on a tous travaillé ensemble pour le bac, Tu étais dans une école française là-bas du oui. coup, j'imagine? Mmh. OK. Et tu as réussi à changer parce qu'à l'adolescence, c'est pas évident de changer, son quotidien. Comment tu as fait pour, t'intégrer tout ça? Je pense que c'est ce qui permet aussi de développer sa capacité d'adaptation quand tu voyages à l'étranger, et surtout quand on est jeune, même quand on voyage avec des enfants, on se demande s'ils vont bien s'adapter, et au final, c'est ceux qui s'adaptent le Oui, mieux. complètement, ouais. Et donc ça permet d'avoir une grande ouverture d'esprit, et quand on est rentré en France avec mon frère qui lui était plus petit, en fait, on a vu ce réel décalage entre ne serait-ce que l'éducation en métropole et l'éducation dans les écoles à l'étranger, et puis en fait cette prise de recul que tu as sur le monde, sur ton quotidien, sur la consommation, et ça a été une vraie claque, et on a vu un vrai décalage avec les enfants et les jeunes de notre âge, en fait, en rentrant, même avec mon frère qui était beaucoup plus petit. Alors quand tu es rentrée, tu avais quel âge? J'avais 17 ans. OK, donc ça veut dire que tu es, rentrée du Sénégal, donc vous êtes rentrés du On Sénégal, a tu es rentrée en France? Voilà, on a fait 1 an à Rennes, en Bretagne, OK, et et après tu es ensuite repartie? exactement, parce qu'entre-temps, au Sénégal, en fait, les possibilités d'études, c'est soit en Amérique du Nord, soit en France, et donc beaucoup de mes amis sont partis en Amérique du Nord, notamment au Canada et à Montréal, et m'ont vanté les mérites de l'éducation universitaire, Mmh. et donc voilà, vu que j'avais un petit peu la bougeotte, je suis partie à 18 ans, toute seule. Donc j'ai rejoint quelques amis qui étaient sur place, mais ça a été le grand saut, et j'ai fait 5 ans là-bas, donc licence et master. Et puis, pendant mon stage de fin, enfin, je devais chercher un stage de fin d'études, et entre-temps, mes parents s'étaient installés à La Réunion, et je me suis dit: «Bah, pourquoi pas, lier l'utile à l'agréable et me Mmh. rapprocher d'eux», et donc j'ai fait un stage, dans un cabinet de conseil, un petit cabinet de conseil, à La Réunion, à Saint-Denis, et du coup, bah, ça s'est transformé en CDI, et donc je suis restée 3 ans. Waouh! Est-ce que c'est dur de rentrer en France quand tu as vécu dans plusieurs pays différents? Un petit peu, parce que tu vois, comme je parlais de décalage tout à l'heure, au sein des discussions dans un groupe, tu sens tout de suite les personnes qui ont voyagé et qui ont cette ouverture d'esprit. Et donc tu peux te prendre, voilà, une petite «claque» entre guillemets quand tu rentres, mais à contrario, au bout de justement, plus de 11 ans hors métropole, Mmh. à la fin 2020, enfin début 2020, j'ai ressenti vraiment ce besoin de me rapprocher, en fait, de la métropole, redécouvrir la métropole avec mes yeux d'adulte, parce que j'étais partie finalement enfant, Mmh. et de pouvoir aussi, bah, voyager, parce que c'est toujours aussi la thématique de Ah la bien vie, sûr, voilà, ouais, ouais. et de pouvoir découvrir en prenant le train, en prenant la voiture, et en faisant 2 heures, parce qu'à La Réunion, c'est quand même, ça reste une île, Oui, bien sûr, ouais. aussi magnifique soit-elle. Donc je me suis dit: «Je quitte tout
et je retourne m'installer en métropole. Qu'est-ce que vivre dans les différentes cultures, ça t'a appris sur toi? Rien n'est impossible et on s'adapte vraiment, grâce en fait aux personnes qui nous entourent, aux différents parcours, aux différentes, personnalités et que du coup, en fait, même si on repart de zéro, on peut facilement s'entourer à nouveau de belles personnes, de Mmh. personnes inspirantes et en fait, je pense que c'est ce qui motive aussi mon parcours. Ce qui m'a motivée dans mon parcours, c'était de toujours aller rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est tellement enrichissant et Ouais. tu prends tellement de recul et du coup, tu dis: «OK, il y a telle, enfin, il y a, de telles Diversité? Ouais, possibilités, ah oui. voilà, de parcours que voilà, tu te posais la question: «Est-ce que c'est possible de faire ça? Est-ce que c'est envisageable?» Bah, why not? Lance-toi, regarde, eux, ils l'ont fait, ça s'est très bien passé. Est-ce que tu penses que ces expériences, elles ont nourri l'envie de créer un métier autour du voyage? Oui, je clairement et je remercie mes parents tous les jours de nous avoir permis de découvrir, autant de régions du monde et de nous avoir donné goût au voyage, très tôt et de nous avoir aussi, permis de enfin, moi, mon frère est parti aussi, étudier au Canada quelques années, mais voilà, nous avoir donné cette opportunité parce que Mmh. c'est pas tous les parents, et moi, étant maman aujourd'hui, je me rends compte que laisser partir son enfant à 18 ans, bravo, papa, maman! Ouais. Ouais, faut accepter, quoi. Voilà et donc j'ai toujours été passionnée par, l'organisation de voyage, que je tiens ça aussi un petit peu de mon papa et OK. donc dès qu'on partait, que ce soit pour les vacances ou même quand on était à l'étranger, qu'on allait se balader dans différents coins, avec mon papa, tout de suite, on regardait ce qu'il y avait à voir, à faire, qu'est-ce qu'on pouvait, découvrir pour comprendre l'histoire, faire des cours de cuisine, des dégustations, vraiment Ah oui, s'immerger dans la culture du OK. pays dans lequel on était et donc ça Ça a nourri ça. Ça a exactement. nourri, cette Mon expérience-là a deuxième nourri. projet professionnel. OK. Du coup, quand tu es arrivée à La Réunion, tu as travaillé dans le conseil. Exactement. C'était une carrière, rassurante quand même, je pense? Un Oui. boulot stable, un CDI, salaire, tout ça. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce métier-là? Le fait de travailler en équipe sur des projets complètement différents parce qu'en fait, généralement, les cabinets de conseil, c'est soit des cabinets vraiment purs, stratégie, politique publique ou d'autres enfin, pardon, c'est plus soit politique publique, soit stratégie, soit système d'information ou d'autres thématiques et là, c'était vraiment ces 3 thématiques, qui étaient proposées et sur lesquelles on était amené à travailler et donc c'est ça qui m'a vraiment plu parce que aucune mission n'était la même et en plus, on était vraiment vu que c'était un petit cabinet, on était vraiment au contact des clients. On se déplaçait sur la Réunion pour aller rencontrer, de découvrir les problématiques et cetera et ça m'a vraiment plu et c'est le conseil, c'est très challengeant, mais en fait, c'est, tellement, riche. À quel moment tu as commencé à ressentir qu'il manquait quelque chose dans ce métier-là pour, t'épanouir pleinement? Alors en fait, je pensais poursuivre dans le conseil, après mon départ de la Réunion. Et donc ça veut dire que tu voulais rentrer en métropole, mais que tu voulais rester dans le Voilà, conseil? initialement, je D'accord. souhaitais poursuivre dans le conseil parce que c'est vrai que comme tu le dis, c'est un métier, avec un salaire, confortable, une diversité de missions et cetera. Mais je ressentais vraiment ce besoin, intrinsèque de me rapprocher de la métropole et donc j'ai cherché des opportunités d'emploi dans le conseil en métropole et notamment à Lyon où je ne connaissais absolument personne, mais deuxième ville en termes de cabinet de conseil, donc une D'accord. belle offre de conseil. Sauf qu'entre-temps, Covid et donc les opportunités étaient de moins en moins, importantes, on va dire. Mais je me suis dit: «C'est pas grave, je poursuis dans ce projet que j'avais de retourner en métropole et puis j'aviserai une fois sur place». Donc je quitte, un emploi stable, confortable, mes parents, mon ex-compagnon à l'époque, mais je me dis: «Non, je veux sortir de ma zone de confort, redécouvrir une nouvelle ville» et donc je m'installe à Lyon en, juin 2020 et Oui, en donc plein confinement, du voilà coup. et donc aucun gel des recrutements dans le conseil forcément et c'est là que je me dis: «Mais en fait, je crois au destin». Je suis sensible aux signes et je me suis dit: «Bah, c'est que je dois, mûrir ce projet que j'ai toujours eu en tête». J'ai toujours été passionnée d'organisation de voyage et justement quand j'étais au contact de mes anciens collègues, certains me disaient: «Mais moi, je suis prêt à payer pour ce que tu fais parce que moi, j'ai soit ni le temps ni l'envie d'organiser mon voyage et donc en fait, toi, c'est génial ce que tu proposes, tu permets d'enlever cette charge mentale donc» Mais à quel moment tu as commencé à proposer des organisations de voyage? Parce que ça, on n'en a pas parlé jusque-là, non, parce que pour moi, ouais, c'est en cabinet de conseil. voilà. À quel moment ça arrive, l'organisation? Et ben, je commence justement à me renseigner. Quand je vois qu'il y a plus d'opportunités dans le conseil, je me dis: «Bah, en fait, faut que je creuse, cette idée d'organisation de voyage». Mais je me dis: «Est-ce qu'il y a un métier lié à l'organisation de voyage autre que l'agence de voyage?» Et donc c'est là où je me suis un peu auto-formée, j'ai passé des heures et plutôt des mois et des mois de recherche et j'ai vu qu'il y avait le métier de travel planner. Donc on connaît beaucoup le métier de wedding planner maintenant en France, mais il y a quelques années, on le connaissait absolument pas et le métier de travel planner, pareil, on le connaissait beaucoup aux États-Unis, Mmh. très peu en France
Et donc très peu d'offres en France. Je me dis: «Bah, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire». Et je voulais vraiment remettre en avant les régions de France parce que, bah, avec le confinement, beaucoup d'acteurs locaux ont souffert de ce manque de visibilité, ce Mmh. manque de demande. Et donc je me suis dit: «Bah, je vais mettre en avant la philosophie de slow tourisme». Donc l'idée de redécouvrir sa région. Et donc j'ai fait une formation au sein de la CCI à Lyon, donc la chambre de commerce, une formation qui était propre à l'entrepreneuriat où chaque demi-journée, tu avais un intervenant différent, propre à l'entrepreneuriat, donc un comptable, un Mmh. assureur et cetera, pour voir vraiment, toutes les facettes de l'entrepreneuriat, savoir quel statut avoir, comment t'assurer et cetera, enfin te que tu sois, couvert. Et donc je me suis lancée au déconfinement en mai 2021. Donc ça a quand même mûri quand même quasiment 1 an, le Voilà. temps que tu te formes et compagnie. Alors, pourquoi tu as pas voulu commencer en agence de voyage? Pourquoi tu as pas voulu travailler en agence de voyage? Parce que, bah, je sentais ce projet, mûrir en moi et ça m'animait vraiment de créer quelque chose, moi-même. Alors pourtant, quand on parlait d'entrepreneuriat avant, moi, c'était hors de question. Je me voyais très bien enfin, à long terme, dans le salariat, ça me convenait ce confort, faut le dire, tu as ta paye tous les mois, tu as tes horaires, tu rentres. Bon, à part dans le conseil où tu as quand même une charge mentale le soir, mais voilà, tu rentres chez toi, tu fermes la porte et tu laisses de côté ton emploi. Mais je sentais ce besoin de créer, d'entreprendre. Et quand je me suis renseignée, que j'ai vu qu'il y avait peu de choses similaires, je me suis dit: «Bah, let's go». C'est souvent quand il y a un besoin, quand il y a de la demande, mais qu'il y a pas d'offre en face pour y répondre que, ça peut être un beau projet. Donc je me suis dit: «Allez, Comment tu as why not?» senti à ce moment-là que la demande existait? Étant donné que le métier était pas vraiment, était pas vraiment connu en Ouais, France, quoi? ouais, ouais, tu peux le dire, c'est Mmh. c'est même ça n'existait pas, peu. Bah, c'est au contact de mes proches, en fait, ou de connaissances dans les discussions quand, bah, je parlais voyage, organisation, la manière dont j'organisais tout ça, les recherches que je réalisais, les comparatifs et cetera. Et les gens me disaient: «Mais moi, en fait, ça me hérisse le poil dès qu'on parle voyage, d'avoir, 10 000 guides, 10 000 onglets ouverts», et je me suis dit: «Bah, en fait, oui, il y a un besoin, la demande est là, en fait». Créer son propre poste sans patron, sans fiche de poste, c'est une liberté ou c'est une pression? Bonne question. Bah, je pense que ça définit aussi bien le métier d'entrepreneur, c'est que tu as toujours cette ambivalence entre, bah, c'est génial, tu crées ton planning, tu choisis un peu les personnes avec qui tu travailles, Mmh. de quelle manière tu travailles et cetera. Mais en même temps, bah, tu as peu de choses, vraiment sur lesquelles te comparer ou, bah, de vraiment tout mettre en place, en fait, de A à Z, parce qu'un entrepreneur, ça a 15 casquettes. Mmh. Et donc de pouvoir gérer en simultané ces différentes, tâches, ces différents objectifs, c'est quand même très, très challengeant. Et c'est vraiment fait de haut et de bas, donc de pouvoir, aussi prendre suffisamment de recul, et d'où l'importance d'être très bien entouré par d'autres entrepreneurs aussi. Et c'est grâce aux échanges que Oui, tu peux bien sûr. l'envisager comme ça. Oui, bien sûr qu'on est plus intelligent à plusieurs cerveaux qu'à un Exactement, cerveau et surtout quand on a un peu cette charge émotionnelle sur son propre business, c'est ça. où on a besoin de recul, mais aussi d'échanger pour effectivement voir les choses peut-être différemment. C'est ça. Puis contrairement au salariat, tu peux pas te dire: «OK, bon là, je me pose, j'attends quelques jours et je verrai comment ça se passe, de quelle manière je l'aborde». Non, en fait, si tu travailles pas pendant quelques jours, bah, personne ne le fera à ta place Mmh. et ton business tournera pas. Donc en fait, d'être toujours, dans la réactivité, et puis, d'avoir quelques longueurs d'avance pour te dire: «OK, je veux arriver à cet objectif, bah, il faut que je mette, telle chose, telle chose, telle chose en place et voici les étapes, Tu pour as y réussi parvenir». rapidement à poser des objectifs, et cetera et cetera? Parce que ça, je trouve que c'est un truc compliqué pour un solopreneur, on va dire, de se dire, bah, en fait, bah, effectivement, comme tu le dis très justement, en fait, il y a personne qui viendra te chercher et te dire: «Tu pas fait ça». Exactement. Et c'est pour toi, ça a été simple de tu sais, d'être un entrepreneur, en fait? Bah, c'est là où je pense vraiment que mon parcours dans le conseil m'a beaucoup aidée, parce que ça m'a apporté justement toute cette rigueur Mmh. nécessaire à la mise en place, bah, de toutes les casquettes d'entrepreneur, et de pouvoir d'avoir pu être en contact avec des personnes, bah, qui avaient des parcours complètement différents et du coup qui chacun m'avait un petit peu apporté des éléments que je gardais peut-être inconsciemment au fond de ma tête, et qui, quand j'ai mis en place, Destina Slow, bah, ça s'est fait naturellement. Tu vois, quand on parle d'études de la concurrence, études de marché, business model et cetera, tout ça, c'est des éléments que j'avais déjà en tête Mmh. et que j'avais pu appliquer moi-même à mon business avant même que je fasse la formation à la CCI. Donc je pense que voilà, c'était comme quoi rien n'arrive par hasard, et c'était un passage un peu obligé, le conseil, mes Ouais. études dans le commerce aussi, pour pouvoir ensuite être plus à même et de me sentir peut-être aussi plus légitime dans l'entrepreneuriat, alors que je l'avais pas du tout imaginé, initialement.
Pour toi, c'est quoi un voyage réussi? Un voyage où les gens rentrent avec des souvenirs plein la tête et un voyage dans lequel ils ont pu se libérer de toute cette charge mentale qui peut être très contraignante et justement qui peut, entacher un petit peu le voyage parce que, bah, en fait, sur place, ils ont un petit peu faim ou ils veulent faire telle activité, mais ils ont pas les ressources nécessaires sur place. Tu es à l'étranger, tu as peut-être pas de wifi et donc en fait, tu vas aller dans le premier lieu que tu trouves ou alors les enfants ont froid et voilà, tu rentres te réfugier dans un café et en fait, si tu avais été au courant, il y avait un café à 100 mètres plus loin, beaucoup plus typique avec des spécialités régionales et en fait, cette petite étape peut vraiment changer un souvenir de voyage et donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens rentrent avec des expériences qu'ils ont vécues, des expériences authentiques et pas des mauvais souvenirs, «Ah bah mince, j'ai oublié de prendre la photo de ma voiture de location, on a eu un petit souci, j'ai perdu la caution». Voilà, ça peut vite entacher un voyage Ouais, et c'est vraiment complètement, ouais. dommage parce que quand tu es accompagné, tout ça, tu l'enlèves de ta tête et tu profites juste sereinement de ton voyage sur place. Est-ce que tu te souviens comment tu as trouvé tes premiers clients? Je crois que ça a été du bouche à oreille. Et ensuite, la page Google My Business qui a pas mal aidé parce que du coup avec la localisation, ça a permis en fait, à des voyageurs qui étaient à proximité de Caluire où j'habitais, donc à côté de Lyon, de me trouver et on a pu échanger et c'est vraiment cet échange-là, cet appel découvert qui est primordial parce que du coup, à l'époque, je pouvais vraiment prendre le temps de leur expliquer le métier et c'était une vraie découverte et en fait, ça tout de suite, les gens me disaient: «Ah mais c'est génial, ce que vous proposez» parce que c'est vraiment la partie, négative de Oui. l'organisation de voyage. On adore partir en voyage, mais c'est vraiment ce qui nous rebute et là, du coup, vous répondez vraiment à nos Mmh. besoins donc Et encore, on note qu'en 2021, tu faisais ça, principalement en France. oui, absolument. Donc là, c'était plutôt pour des petites escapades le temps d'un week-end ou une semaine, en France, 1 ou 2 semaines en France en famille, mais voilà, c'était plus, local. Aujourd'hui, d'où vient la majorité de tes clients? Alors beaucoup Instagram maintenant, je dirais 85 Instagram, Mmh. même 90 Instagram. Et puis je dirais 5 mon site internet plus, Google My Business et les 5 restants bouche à oreille ou des personnes qui sont revenues et qui ont Oui, recommandé mes prestations du OK. coup. Au départ, tu couvrais plusieurs destinations et depuis peu, tu t'es spécialisée dans le Canada, ce qui est logique étant donné que tu as vécu là-bas. Ça a été quoi le déclencheur? Est-ce que c'était la concurrence, l'amour du pays, les 2? Alors un petit peu les 2 et puis je me suis aperçue alors pour le de 2021 à fin 2025, donc j'ai travaillé comme tu dis sur différentes destinations. À chaque fois, c'était des destinations soit dans lesquelles j'avais vécu, voyagé ou que je connaissais très bien parce que, bah, il y a énormément de recherches à faire pour couvrir une destination et pour la connaître, pardon, sur le bout des doigts. Donc voilà, moi je souhaitais vraiment apporter une expertise et pas couvrir non plus, chacune des destinations dans le monde. Et parce qu'aussi le métier de travel était peu connu à l'époque et donc en fait, les travel planners qu'il y avait sur le marché étaient tous généralistes. On était tous généralistes. Mais en fait, avec le développement du métier de travel planner, il y a maintenant des formations. Donc voilà, la profession s enfin le métier se professionnalise et donc il y a de plus en plus de travel planners sur le marché et je me suis aperçue qu'on avait besoin de se nicher. Comme dans beaucoup de métiers aussi, on peut pas être bon partout non plus. Et puis aussi, ne serait-ce qu'en termes d'efficacité, de pertinence sur les différents dossiers et cetera, c'était important de se nicher. Et donc, bah, le Canada, évidemment, est apparu assez naturellement et c'est là où je me suis dit, en fait, tout mon parcours, mes études au Canada, mon parcours, à La Réunion qui ne comment dire? Qui ne laissait pas présager Mmh. cette reconversion et encore moins dans le voyage, bah, en fait, ça rien n'arrive par hasard encore une fois et donc mon parcours au Canada a complètement, influencé cette spécialisation parce que, bah, j'aime énormément le Canada, je connais du coup beaucoup le Québec, ça fait, 10 ans que je fais beaucoup d'allers-retours et donc on a fait un dernier voyage de 3 semaines là au Québec avec, mon compagnon et notre fils de 18 mois et donc ça m'a permis de rencontrer de nouveaux partenaires, de me mettre un petit peu à jour aussi sur les adresses, de tester de nouvelles activités, logements et du coup, voilà, je me suis dit, «Allez, je me lance», et puis il y avait aussi personne de spécialisé sur le Canada. Donc je sentais D'accord. vraiment cette valeur ajoutée, cette expertise et expérience que je pouvais ajouter et proposer, du fait de mon parcours et de mes 5 années là-bas. Du coup, j'imagine que ça demande quand même une remise en question, de se nicher, de reprendre un peu son modèle, pour se dire: «Bah, en fait, je vais pas couvrir, l'entièreté du globe, mais je vais vraiment me spécialiser». Est-ce que c'est plutôt la concurrence qui t'a poussé à ça? Ou est-ce que c'était une manière pour toi d'être plus efficace parce que du coup, tu connaissais parfaitement le pays? Bah, gros questionnement parce que si tu changes, de destination, si tu changes un petit peu de modèle,
bah, est-ce que tu vas perdre, des voyageurs? Est-ce que tu vas perdre des prospects potentiels? Et donc en fait, j'ai été très bien accompagnée par des professionnels, du métier, pour amorcer ce virage et en fait, ils m'ont fait comprendre qu'en me nichant, j'allais pas perdre des clients, mais au contraire, j'allais parler à des personnes, heu, plus, comment dire? Spécifique? Plus spécifiques, voilà et que, dès que j'allais parler du Canada, bah, en fait, j'allais attirer des personnes, qui ont un projet de voyage au Canada et que du coup, ça allait se mettre en place naturellement et que j'allais, pouvoir continuer mon activité plus sereinement parce qu'en fait, en fin d'année dernière, j'ai eu vraiment un moment où je trouvais que je perdais, enfin mon métier perdait du sens et j'étais en perte de motivation et je me suis dit, au-delà du contexte économique, du contexte du marché, que voilà, je devais amorcer un nouveau virage. Donc c'est pour ça que ça s'est fait finalement assez naturellement, hem et puis que je me suis spécialisée, que j'ai annoncé ma spécialisation sur le Canada à la fin de l'année dernière. J'imagine qu'il y a des périodes creuses et des périodes plus hautes dans le métier. Comment tu le vis toi ça? Oui, alors c'est un métier très saisonnier. Ouais. Par contre, je ne m'attendais absolument pas à ça, mais en fait, les gens réservent beaucoup au retour de leurs vacances. Donc, au retour des vacances scolaires, généralement, c'est là où j'ai le plus de demandes pour des devis pour les 6 mois, enfin, comment dire, des voyages 6 mois après, 6-8 Mmh mois mh. après. Parce qu'en fait, les gens, je me suis rendu compte à force d'échanges que quand ils sont en vacances, ils sont dans dans ce mood vacances, détente. Et donc, ça leur donne envie de rester dans ce Mmh. mood-là et de Et de faire, prévoir. voilà, et de prévoir leurs prochaines vacances. Donc voilà, c'est souvent, bah, au retour des vacances de Noël, vacances d'avril. Mais c'est sûr que, bah, comme tout entrepreneur, je pense que, voilà, il y a des périodes de gros creux et c'est là où tu dois dire: «Bah, OK, au niveau du chiffre d'affaires, si tu as des mois où tu dis: "Génial, c'est super", bah, en fait, qu'il faut prévoir que les mois suivants, ça peut être un peu plus calme et c'est aussi, toute la partie challengeante de l'entrepreneuriat parce que, bah, faut garder le cap et te dire: «Bon, OK, je vais lisser sur l'année». Faut pas que je désespère si ce mois-là, il est un peu plus calme parce que je sais que le prochain va être, mieux. Mais c'est sûr que c'est assez, perturbant quand même quand tu te lances d'avoir ce manque de stabilité. Et toi, tu arrives à osciller entre ces périodes-là et rester sereine? Bah, ça a été aussi tout l'intérêt justement de faire appel à des professionnels là, en fin d'année dernière, de pouvoir en fait, me dire: «OK, il faut que je diversifie aussi mes revenus». Et je diversifie mes offres et donc avant, je proposais uniquement de l'organisation de voyages sur mesure. Donc là, c'était vraiment les gens déléguaient toute la partie recherche, organisation et avaient un carnet de route, qui détaillait chaque jour, enfin qui détaille chaque jour de leur voyage, les bonnes adresses, les infos pratiques. Donc c'est vraiment, déléguer leur gars de A à Z. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des voyageurs assez autonomes qui appréciaient organiser aussi de leur côté, mais qui avaient besoin quand même d'être accompagnés et d'avoir, bah, toute mon expertise et mon expérience pour leur dire: «OK, bah, peut-être cette étape, non, enlève-la ou rajoute celle-ci ou tu peux t'arrêter à tel endroit». Et donc maintenant, je propose, des offres visio-conseil. Donc là, pendant 1 heure, on échange, on passe en revue tout leur itinéraire. Et puis aussi la vente de produits digitaux. Parce que c'est vrai que ça te permet d'avoir des revenus passifs et quand tu as un métier qui est assez, bah, où les comment dire? Les oui, qui est, comment dire? Qui est assez saisonnier, au niveau du chiffre d'affaires, bah, d'avoir ces rentrées d'argent supplémentaires, c'est toujours intéressant et puis même ça te permet de toucher différents publics parce que, bah, par exemple, là, les produits digitaux, c'est des guides de voyage. Donc pareil pour des personnes qui sont assez autonomes, mais qui ont besoin quand même d'un support Mmh. et d'être accompagnées par, quelqu'un qui est expert de la destination. Parce que vraiment le voyage, au Canada, c'est un peu le voyage, rêvé. On a en plus ce lien en tant que Français assez, fort avec le Québec notamment et donc les gens ne veulent pas, pas louper Ouais, bah, le bagage d'étapes, ouais. voilà, ou manquer des adresses ou des activités. Et en fait, dans les agences de voyage, souvent, enfin, ou même dans le tourisme, tu vois toujours les mêmes étapes et ils veulent vraiment te sortir de ça. Et moi, c'est mon souhait aussi, vraiment de leur permettre de découvrir plein d'autres régions Mmh. dont on parle pas et où il y a des activités hyper typiques, des logements super authentiques. Donc ça, ce serait dommage de le manquer. Et donc là, ça me permet de toucher différents publics. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la concurrence parce que moi je le vois, qui suis quand même pas mal sur, Instagram, je vois des formations qui pullulent dans tous les sens, sur les travel planners. Il y a aussi tous ces influenceurs voyage qui se mettent à faire leurs propres formations, tout ça, qui vendent un peu le rêve du digital nomade. Tu penses quoi toi de tout ça? Alors, c'est très bien qu'il y ait de plus en plus de travel planners parce que s'il y a pas de enfin, s'il y a pas de concurrence, c'est qu'il y a pas de marché. Mmh. Mais effectivement, il y a un peu de tout et de rien. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se sont un peu faites avoir parce qu'elles étaient passionnées de voyage et elles se sont dit: «Bah, je me lance en tant que travel planner». Sauf que le métier de travel planner, c'est avant tout de l'entrepreneuriat. Et si tu as pas l'air insolite et que tu es pas prête à passer des heures et des heures derrière ton ordi à faire des recherches,
bah, ça fonctionnera pas, en fait. Et si tu as pas un business model, hyper clair, sur lequel tu as réfléchi et cetera, ça sera pas viable et malheureusement, ça le fera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention, aux différentes formations et vraiment regarder le cœur des différents modules qu'elles proposent parce que tout ce qui va être stratégie, business, c'est vraiment le cœur du métier de travel planner comme tout entrepreneur. Mmh. Et c'est pas parce que tu es passionné de voyage que tu peux devenir travel planner. Et en plus, moi, ce qui me fait un petit peu, Ouïr. voilà, c'est qu'il y a des personnes qui se disent travel planner parce qu'elles ont fait des formations ou juste parce qu'elles se disent travel planner, mais qui ont pas ce souci du détail. Et je veux dire, le voyage, un voyage dans le quotidien des gens, c'est hyper important. C'est souvent un voyage par an, donc c'est vraiment, ils dédient du temps, de l'argent. Et si ça se passe mal, enfin, moi, je trouve ça horrible pour les voyageurs qui, en plus, ont payé une prestation. Pour moi, c'est primordial que le voyageur, il rentre avec des souvenirs plein les yeux et pas de mauvaises expériences. Avec, tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui, n'importe qui peut générer un itinéraire en 2 minutes. C'est une menace réelle pour ton métier ou pas? Je pense pas. À nouveau, bah, un petit peu comme les offres dont je parlais tout à l'heure, les différentes offres, je pense que, bah, tout ce qui va être IA s'adresse à un public particulier, qui apprécie faire peut-être des recherches et faire, voilà, organiser dans son coin, mais qui ne veut pas forcément avoir un voyage, très typique ou loin du tourisme de masse. Parce qu'il faut savoir que, bah, tout ce qui est blog voyage, intelligence artificielle, c'est souvent les mêmes lieux qui vont ressortir. Mmh. Et donc, bah, si tu apprécies voir ce que tout le monde, voit, découvre, tant mieux. Mais si tu cherches un petit peu de spécificité, loin du tourisme de masse, il y a rien de tel qu'un expert de la destination Ouais, bien sûr. pour t'orienter, vers ces différents sites. Et puis ensuite, je pense que tu as ce côté accompagnement aussi, que l'IA, enfin, Oui, n'a pas. l'IA ne répondra jamais à ce besoin-là. Et je pense que du coup, on en revient à tout à l'heure, en fait, les gens ont besoin d'être rassurés pendant un voyage parce que c'est un peu le voyage de l'année ou parfois le voyage de leur vie. Mmh. Et ça, l'IA, malheureusement, il ne peut pas les accompagner en amont ou pendant leur séjour en cas de besoin. Donc, Est-ce qu'il y a eu des moments de doute réels? absolument, il y en a tous les jours, Ouais. toutes les heures parfois. Mais c'est aussi, bah, ces doutes-là qui t'amènent cette petite dose d'adrénaline, en disant: «Bah, est-ce que ça, je le fais, suffisamment bien? De quelle manière je pourrais le faire mieux? OK, bah, je vais participer à un groupe d'entrepreneurs, je vais échanger à propos de telle thématique et puis je vais voir aussi les retours qu'il y a et ça va me permettre de me challenger». Toujours s'informer, rester, bah, au courant de ce qui peut se faire. Donc oui, c'est très challengeant et je pense que si tu veux, avoir des nuits, sereines, Mmh. des journées sereines, faut pas être entrepreneur. Mais quand tu es passionné, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a un moment où tu as failli tout arrêter? Oui, bah, en fin d'année dernière, du coup. Et j'ai même, postulé au sein d'une agence, Ah pour te ouais. dire. Et c'est là où, justement, ça m'a permis d'avoir ce petit déclic où je me suis dit: «Non, en fait, je crois en mon projet». Et c'est ce qui fait la différence aussi entre 2 entrepreneurs, je pense, entre, bah, OK, il y a une problématique, soit J'abandonne? Ouais. j'abandonne, voilà, soit je me dis: «Non, je crois en mon projet, je suis passionnée, je sais que j'y crois, je vais changer ma manière de travailler, je vais me former et let's go, c'est reparti». Comment tu imagines ton activité dans 2-3 ans? Peut-être, avec une équipe parce que c'est vrai que, bah, tu le sais, mais bah, quand on est entrepreneur, de travailler tout seul depuis chez soi, ça manque un petit peu, tu vois, l'équipe, l'émulation collective qu'on peut Ouais. avoir. Donc pourquoi pas travailler en équipe et puis, bah, découvrir encore plus de coins cachés du Canada. Maintenant, on arrive sur la dernière partie du podcast avec un petit jeu questions-réponses spontanées. Tu es J'ai prête? hâte. Allez, Le plus beau voyage de ta vie? je dirais le Vietnam. Une destination sous-cotée? Rodrigue, qui est, la petite sœur de l'île Maurice, Un pays qui t'a transformé? le Sénégal. Une femme qui t'inspire, connue ou pas? Bah, je dirais ma maman parce que du coup, elle a elle-même voyagé beaucoup avec ses parents, notamment au Burkina Faso et pareil, ça a vraiment orienté, son parcours et toutes les valeurs qu'elle nous a véhiculées, qu'elle tenait aussi de ma mamie et vraiment, voilà, je dirais, de toutes les femmes de mon entourage, notamment du coup mes grands-mères et ma maman. Un rêve pas encore réalisé? Faire l'Ouest canadien Ce en van. Une erreur que tu ne referais pas? Accorder ma confiance à des personnes qui finalement, n'en valaient pas la peine ou de dire oui trop souvent, en fait. Je pense qu'il faut mettre un cadre parfois, sinon on se fait manger. Le moment où tu t'es dit: «Ça y est, ça marche»?
Bah, quand j'ai eu les premières réservations, les premiers contacts, de voyageurs pour la France, où là, je me suis dit: «Bah, en fait, ça peut fonctionner et bah, je vais tout donner pour, rendre possible ce projet et ce rêve». Une peur encore présente? Bah, le fait de ne plus pouvoir vivre de ma passion, à un moment peut-être, Tu ferais quoi si tu n'étais pas travel planner? peut-être wedding planner. Comme quoi, ce serait de Toujours là l'organisation. ouais, j'ai un peu un côté organisation, assez présent dans ma vie. Ta plage préférée du sud? Bah, je dirais Lens-Méjean, et Lens-Magot où il y a les petits villages de pêcheurs, je trouve ça hyper typique, complètement dépaysant. Ton quartier préféré de Toulon? Le centre-ville parce que, bah, en fait, on avait une image, hyper négative il y a quelques années et en fait, quand on est revenu dans le Var, ça a été vraiment la très, très belle surprise avec plein de petits cafés, des restaurants, donc ouais, le centre-ville. Ton plus grand luxe aujourd'hui? De pouvoir, profiter de mon fils, quand il rentre de la nounou parce que je j'adapte mes horaires comme je le souhaite et aussi profiter de mon compagnon parce qu'il est prof et du coup, il a pas mal de vacances et de pouvoir justement orienter mon planning comme je le souhaite et ça n'a pas de prix. Liberté ou sécurité? Liberté. Enfin, je pense qu'en fait, oui, ça définit tellement l'entrepreneuriat que liberté, finalement. Le mot qui résume ton parcours? Adaptabilité. Si tu pouvais réserver un billet pour la Manon de 2020, tu l'enverrais où? Moi, je dirais le Canada parce que du coup, Ça c'est fait le fil sens. rouge de ma vie, en fait, finalement. Et enfin, dernière question, quel est l'entrepreneur que tu aimerais voir au micro de La Toulonnaise? Je dirais Lilou de Picnic Getaway parce que déjà, c'est une personne adorable, et ce qu'elle propose, c'est génial donc ouais, je dirais Lilou. Trop bien. Merci beaucoup Manon De d'être rien, venue merci à toi, Alizée. partager ton parcours. Je suis trop contente. Je pense qu'il y a plein de personnes qui te découvriront aussi, avec le métier de travel planner et on te souhaite évidemment plein de voyages au Canada et Merci plein de voyages. et longue vie au podcast. Ah merci.